Salut à tous et bienvenue voilà pour cette vidéo. Alors ça sera pas une vidéo habituelle, ça sera une vidéo plus dans le thème achat. C'est-à-dire que là je vais vous montrer par exemple voilà un des derniers achats par rapport à ma façon de collectionner. C'est-à-dire que moi vous savez dans le passé il y a certains titres que j'ai adorés. J'ai pris l'habitude d'acheter certains titres dans les différents continents dans lesquels ils sont sortis, voilà, les trois différents continents, trois différents zonages, États-Unis, Asie et puis Europe. Voilà, j'ai récemment pu recevoir ce fameux jeu. Bah, on va l'ouvrir ensemble, hein, tout simplement. Parce que voilà, je sais bien sûr hein, ce que j'ai acheté. Hein, j'ai pas fait ah tiens à l'intérieur il y a machin, je savais pas. Non, c'est pas, c'est pas le cadeau d'un abonné ou quoi que ce soit. C'est simplement, voilà, moi j'adore certaines séries. J'adore les Donkey Kong, j'adore les Sonic, les jeux de Disney avec tout ce qui est Aladdin, World of Illusion, les Castle of Illusion. J'ai pas fait par exemple la série des Castlevania ou des Mega Man. Je suis pas assez fan de ça, on va dire. Moi, je suis plus fan des jeux conceptuels et de certains jeux qui m'ont marqué, personnellement. Voilà. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des jeux, par exemple, hein, comme Tazmania, des jeux comme, je sais pas, Toki, voilà, en arcade. Euh, c'est un jeu sur lequel je n'ai jamais joué sur Mega Drive quand j'étais adolescent. J'y ai joué très récemment, il y a 4-5 ans, sur la vraie console. Mega Drive, mais j'y jouais en arcade moi par exemple. Rampage c'est la même histoire. Rampage je l'ai pris sur la NES pour retrouver un peu les sensations d'arcade. Mais voilà, ce sont des titres, bon, surtout Stocky Mega Drive où tu peux l'avoir en effet sur la version japonaise US facilement. Il y a d'autres titres, voilà. Qui sont un peu plus compliqués à avoir sur la Super Nintendo. Parce que là, ça va être au sujet d'une vidéo sur la Super Nintendo. Alors, dans le passé, voilà, vous savez que, par exemple, moi, j'ai récupéré trois versions différentes de Another World. J'ai la version européenne, la version japonaise de Another World et la version américaine également, qui est vraiment la jaquette par contre elle est vraiment pas terrible, mais moi comme je suis assez fan enfin même très fan d'Eric Chahi, alors pour vous dire j'ai même un cadre, un grand cadre avec justement la jaquette du jeu affichée sur le cadre reproduit, voilà. Et pour vous dire à quel point je suis fan de Delphine Software. Les Voyageurs du Temps également, c'est un de mes grands titres hein, que je possède hein, sur Atari ST. Dans la version originale, j'ai d'autres titres de Delphine Software. J'aimerais bien également avoir par exemple, voilà, dans le futur, la version Amiga. J'ai récemment acheté un Amiga il y a quelques mois et bon, j'ai pas de jeux originaux. Voilà, j'ai quelques copies. Il y en a qui marchent, il y en a qui marchent pas. Bon, bref, c'est histoire d'eux. Mais voilà, dans cette série d'acheter par exemple les jeux de trois continents différents, là récemment, j'ai eu l'occasion aux États-Unis d'aller, en étant sur eBay, hein, moi je suis souvent sur eBay avec le Japon et les États-Unis, et là, alors pour ceux qui se demandent, Metal Slug c'est un faux. Hein. Et pour les gens qui se sont demandé au début de la vidéo, c'est un vrai, c'est pas vrai. Je vous ai laissé le suspense pendant 10 secondes. Après, me connaissant, vous savez que non, j'ai pas. Moi, 24 000 euros, ça va dans autre chose. Voilà, vous avez compris l'histoire. Passons aux choses sérieuses. Donc je vous disais, voilà, récemment j'ai pu avoir la troisième version, c'est-à-dire que j'ai la version japonaise du jeu, j'ai la version européenne du jeu, et cet engouement d'acheter en fait cette troisième version et de la rechercher une nouvelle fois parce que j'avais abandonné, parce que vu le prix que c'était, bon, moi je suis pas quelqu'un qui achète des jeux en général Super Nintendo complet. Voilà, à des prix qui dépassent des sommes pas possibles. Moi, je me suis toujours freiné. J'ai dit ma limite, c'est 80 euros, voilà, maximum pour un jeu que je veux vraiment.
Et je vous avoue que par exemple, certains titres voilà, que j'ai pu acheter en loose, comme Agane, comme à l'époque Septentrion sur Super Famicom, j'avais acheté certains autres titres. J'ai Ninja Again aussi, Ninja Warrior Again. C'est des jeux en effet que j'ai payé à la somme maximale que je m'étais fixé. Mais voilà, cela dit, le jeu que voilà on va regarder de près, qui vient des États-Unis, c'est-à-dire qu'avec eBay, vous savez que vous payez les frais de port et la TVA inclus à l'achat. Donc au final, vous êtes dédouané, hein, vous n'avez pas besoin de une nouvelle fois payer à la réception quoi que ce soit. Alors on va faire on va faire comment dire, l'ouverture mystère du paquet. Sincèrement, je sais pas. Bon, on va dire que le paquet, il a pas morflé pendant le voyage. Ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que tu te dis, tiens, moi, ça m'est arrivé qu'on m'envoie des jeux Super NES, ouais, Super NES US, dans des enveloppes. C'est-à-dire que les magasins de rétro gaming aux États-Unis, voilà, ils pourraient économiser le poids de l'envoi. Ils vous mettent ça dans des enveloppes. Ils en ont rien à faire. Là, j'ai la chance que ça vienne quand même dans une protection cartonnée. Alors, pour vous dire, là, c'est un magasin qui est situé non, je crois que c'est en Illinois. C'est en Illinois, c'est près de Chicago. C'est plus près de Chicago. Mais vous avez des magasins en Floride qui vous vendent beaucoup de jeux en loose Super NES US. Et franchement, alors là, ça fait plaisir de le voir parce que je crois que ce titre-là, les gars, je l'ai pas revu en fait depuis Ami le Pro dans la vitrine en 94 en US. Ça reste un des jeux voilà, avec lesquels j'ai pu grandir hein, durant mon adolescence. J'y ai d'abord joué sur Mega Drive. Hein. Ma version Mega Drive, c'est quand même ma préférée pour l'affectif et puis surtout comment dire, les souvenirs de prise en main, l'accessibilité au titre, et puis les sonorités. Je sais pas, en fait, j'ai plus d'affinité avec les sonorités Mega Drive. Même si la version Super NES que j'ai connue après la Mega Drive, peut-être 6 mois, 1 an plus tard, je l'ai beaucoup apprécié. Et voilà, moi j'avais racheté déjà à l'époque cette version Super Nintendo qui était pour moi un must-have dans ma collection avec les premiers jeux Super NES que j'ai racheté après avoir recommencé ma collection 20 ans plus tard, 25 ans plus tard, je crois, quelque chose comme ça. J'avais arrêté en 80... J'ai arrêté en 96 d'acheter des jeux Super Nintendo. J'ai recommencé en 2014. Pour vous dire. Donc, juste par le fait que voilà, quand voilà, votre frère à qui vous aviez donné la console vous la redonne, je crois qu'il me la redonne en 2012. Elle est restée pendant 2 ans en fait sous le lit, elle n'avait pas bougé. Et je me suis dit tiens, je vais jouer un peu à 2-3 trucs. J'avais 6-7 jeux qui me restaient. Et j'avais Mario All-Star, j'avais NBA Jam, j'avais Donkey Kong Country, j'avais Zombies en version US, j'avais l'Empire Contre-Attaque en US également, et puis un ou deux autres jeux, voilà. Ah oui, peut-être, non même pas DBZ2, DBZ2 je l'ai racheté, c'est pas celui que j'avais à l'époque. Mais voilà, donc Mario All-Star et ces jeux-là. Je me suis dit, tiens, ça serait bien de récupérer par exemple Flashback et tout. Mais j'ai commencé déjà par acheter des jeux sur la Mega Drive et ensuite j'ai racheté des jeux pour ma Super NES qui est d'ailleurs ici là. Ma Super NES d'époque que j'avais étant ado. Alors comme je vous avais raconté dans la vidéo, j'ai interverti le coffrage supérieur qui était en très bon état sur la mienne pour la mettre en fait sur une qui marche parfaitement parce que celle-ci, le mode 7,
terminé, ne fonctionne plus. À l'intérieur, il y a le switch de République. Passer ça, on va repasser à Flashback. Alors Flashback, la deuxième version que j'achète, c'est la version japonaise. Et à l'époque, je crois qu'on était en 2016. J'avais cru faire une affaire en me disant tiens, j'ai acheté Flashback, je crois que je l'avais payé moins de 60$ complet. Franchement, vous le voyez, il est en très bon état. Même là, je le regarde de près, je vois pas d'accroche sur la boîte. À l'intérieur, il y a la notice, il y a tout ce qu'il faut. C'est un jeu, voilà, au Japon, c'est Sunsoft qui a édité le titre. On n'est plus avec, par exemple, Sony, Microsoft, comme en Europe, et US Gold. Voilà, US Gold, associé avec Delphine Software, qui édite le jeu pour l'Europe. Et au Japon, c'est Sunsoft avec US Gold, toujours. C'est US Gold qui s'occupe des conversions, hein, voilà, de micro-ordinateurs pour les consoles de jeu. Donc voilà. J'avais cru faire une bonne affaire et finalement ce jeu là à un moment donné il est monté à 80-90€, il est redescendu et actuellement il est autour de 60-65€ au niveau de la cote. Je vous parle de prix parce que voilà, ça intéresse les gens. Personnellement moi voilà, c'est tant que le jeu je l'ai pas payé 400 balles, voilà, je vous dis que le prix il est intéressant pour les gens qui veulent pas se ruiner pour avoir une collection sympa. Mais voilà, moi l'intérêt c'était d'avoir les 3 versions de Flashback pour alors vous me direz ça c'est un truc de puriste, c'est un truc de geek, c'est un truc à la Stéphane de Back in Toys. Je crois même pas que Stéphane de Back in Toys fasse ça, lui il est que dans le FAH. Et cette version US, voilà, que je vous montre avec la jaquette Quest for Identity, le nom officiel aux États-Unis, la quête pour retrouver son identité, voilà, parce qu'au final, quand vous commencez l'histoire et que vous connaissez l'histoire, le personnage a subi un traumatisme, un lavage de cerveau. Façon Total Recall, il ne sait plus qui il est, et il doit découvrir qui il est avec le temps, avec son voyage. Et là derrière, au niveau de l'annonce promotionnelle du jeu, il y a marqué un jeu CD-ROM adapté en cartouche pour la première fois. Alors en vrai le jeu il sort en disquette au début, hein, attention, hein, donc au final attention, hein. Il y a 75 scènes cinématiques dans le jeu, 7 niveaux sur 6 différents mondes. À noter que certains stages entre la version Mega Drive et la version Super NES ne s'appellent pas de la même manière. Et à l'intérieur, ils disent qu'il y a un comic book, voilà, une bande dessinée comme sur la Mega Drive, exclusif comme Marvel. Alors je sais qu'aux États-Unis, il était vendu par exemple avec différentes choses, mais chez nous, voilà, on a alors moi pour ma part, j'ai acheté le jeu avec, voilà, la boîte, avec également voilà, la cartouche, et à l'intérieur il y avait les publicités d'époque, voilà, US Gold comme vous voyez, mais j'ai pas la notice, parce que la notice, quand vous prenez le jeu avec la notice du côté de nos amis d'US Gold, avec la Super NES US, c'est plus de 100$ le jeu. Ouais, ça monte très très vite. Et sachant que moi par exemple, j'ai payé ce jeu là. Je l'ai pas payé, je crois que je l'ai payé. Il faudrait que je regarde, mais je crois que je l'ai payé 50. Je crois que j'ai payé 56$. 56$, je crois, un truc comme ça. Donc au final, pour moi c'était l'occasion de le prendre en n'ayant pas, vous savez, le budget pour prendre le jeu complet. Alors vous me direz, ouais, j'ai pas la notice, bon, qu'est-ce que pour moi ça reste quand même un jeu affectif.
au niveau de la création du titre, plus que l'histoire d'avoir le jeu complet. Dans le futur, je me dis que peut-être un jour je trouverai voilà, à droite à gauche une notice Super NES US de flashback version US. Mais la plupart des... Moi, ce que j'ai remarqué en fait sur les sites de revente, la plupart des gens qui vendaient flashback en US, parce que la notice comporte une BD à l'intérieur, c'est ça aussi, c'est que la notice coûte 20$ en général et coûte assez cher parce que c'est assez exclusif. Sur Mega Drive, c'est à peu près la même histoire. La version Genesis que j'ai avec la bande dessinée est un peu chère. Mais voilà, pour ce qui est ensuite de retrouver cette version complète, je pense que j'aurai la notice 1 de ces 4, mais c'est pas ma priorité. Vous avez compris que c'est pas ma priorité du tout. Et pour le moment, voilà, je suis très content avec ça. Donc voilà, je me retrouve avec ces 3 versions. Vous voyez quand même la différence au niveau des artworks, où ils ont retravaillé l'artwork américain pour ressortir le jeu sur le continent US. Après avoir explosé les bulles et balancé le paquet à droite à gauche, et ben après cet engouement d'avoir récupéré cette Super NES US, je me suis dit il y a un truc que j'aimerais faire parce que je l'ai pas encore fait, c'est les jeux Super NES US de Donkey Kong. Alors vous me direz, attends, il a acheté les jeux complets Super NES US de Donkey Kong, vous avez vu combien ils coûtent ces jeux-là? C'est quand même parfois les versions US de Donkey Kong, 1, 2 et 3, ce sont les versions les plus chères qui existent, je crois, hein, au niveau de la totalité. C'est-à-dire que par exemple, je crois que Donkey Kong 3 et 2, c'est plus de 120$, 150$. Le 1, il est à 90$ complet. Je suis même très loin, je crois, du prix du 3 qui est beaucoup plus cher que ça. C'est pour ça que je vous dis, ça sera très intéressant prochainement de faire un live sur GameStop pour savoir ce qu'ils vont nous raconter sur les jeux complets et puis est-ce qu'ils vont les avoir. Alors oui, j'ai revérifié le prix auquel j'ai acheté Flashback US. Alors je l'ai payé 30$ le jeu et j'ai payé 28$ de frais de port. Les frais de port aux États-Unis, c'est ce qui est le plus cher. Donc vous avez vu quand même, j'ai payé 30$ seulement le jeu d'occasion dans la boutique américaine. Comme quoi on peut faire des affaires et bien sûr avec les frais de port, voilà, faut se dire bon, je vais devoir payer presque autant, mais ce jeu-là est beaucoup plus cher en vrai. Hein. Donc qu'est-ce que j'ai fait également de mon côté? Bah, j'ai pris les 3 Donkey Kong dans une boutique américaine, voilà, qui vendait ces jeux-là dans un lot. Et là, ça m'a coûté un peu plus cher. Oui, là, il y a 3 jeux. Les jeux complets, c'est presque 100$ chacun, voire 150$ pour certains. Donc oui, là, j'ai préféré, parce que je suis pas... Par exemple, ici, regardez, vous voyez ici, là, j'ai Indiana Jones. Indiana Jones, j'ai le vrai jeu, j'ai la vraie notice, mais j'ai pas la vraie boîte. Encore une fois, c'est-à-dire que moi au niveau de ma collection, j'essaye en fait d'économiser en fait sur tout ce qui est emballage. C'est-à-dire que voilà, je vais essayer de vraiment de prendre les jeux que j'adore, voilà, et que j'ai eu. C'est-à-dire Indiana Jones, je l'ai jamais eu étant adolescent en 94, je l'ai jamais eu, 95, je l'ai jamais eu. Indiana Jones, même d'occasion, hein, je veux dire, moi j'étais plus Star Wars, le retour du Jedi, l'Empire contre-attaque, tout ça que j'ai vraiment eu. Mais pour ce qui est voilà de ces titres-là, j'ai préféré favoriser bien sûr le jeu en loose parce que vous savez que le jeu complet coûte très cher. L'Indiana Jones en pâle, je crois qu'il a plus de 150€. C'est vite réglé, hein. Pour une personne voilà, qui adore le jeu et qui est moins fétichiste de l'emballage, même si je peux me faire un emballage à 2€, voilà,
Je me fais un emballage à 2 euros, j'en ai rien à faire. Pour moi, en fait, je vois que le jeu il est là, je sais quel jeu c'est. Je le cherche pas en loose dans un truc tupperware, voilà. Visuellement, c'est déjà un peu plus sympa. Et au final, moi j'ai payé peut-être mon jeu à l'époque 30 euros d'occasion en loose. J'ai racheté une notice à 5 euros, je sais plus où. Je crois que je l'ai acheté aux Pays-Bas, avec la notice franco-néerlandaise, vous savez. Et ça m'a coûté 35 euros. Est-ce que je vais mettre 115 euros pour acheter une boîte? Enfin, c'est. Moi voilà, je suis pas assez pigeon pour ça. Donc, sincèrement, voilà. Donkey Kong 3. Version classique au niveau de la Super NES US. On a ici Donkey Kong 2, qui est la version qui est sortie générique, hein, la version normale. Et le Donkey Kong 1, version ES. Toujours. Donc voilà, j'ai les 3 jeux américains, j'ai les 3 jeux en PAL, dont... Ah oui, c'est Donkey Kong 2. Donkey Kong 2, c'est mon jeu d'origine, il est derrière là-bas. Mais donc dans les jeux que j'avais gardés à l'époque, les 6 ou 7 jeux, il y avait Donkey Kong 1, 2, et il y avait... j'avais pas Donkey Kong 3. Donkey Kong 3, je l'ai racheté en loose plus tard, et moi ce que j'ai fait, bah, encore une fois, j'ai réimprimé la boîte de Donkey Kong 3, parce que le jeu est beaucoup trop cher. Voilà, et qu'est-ce que je vais faire avec ça? Vous avez compris que je vais sûrement aller du côté du site chinois où on peut acheter des boîtes réimprimées avec la cale, etc. Et je vais me faire des boîtes avec 5 euros. En fait, je vais me faire la boîte avec... voilà. En fait, pour moi, je considère pas qu'il y a quelqu'un qui va venir chez moi expertiser les jeux et dire non, là c'est un faux, là c'est un faux, là c'est un vrai. Non, en fait, c'est moi, c'est ma collection. Si j'ai envie en fait d'avoir des boîtes pour seulement embellir l'objet, même si ce ne sont pas des boîtes d'origine, mais vous imaginez que vous économisez parfois entre 50 et 100 euros sur une boîte, un emballage autour d'un jeu. Alors vous me direz, il y en a, ils supporteront pas de voir une fausse boîte. Je vous demande pas en fait de refaire des fausses boîtes pour tout ce que vous avez. Je vous demande simplement, voilà, de sélectionner les jeux comme moi je fais. Par exemple, ici en haut, vous avez des jeux N64, c'est tous des vrais. Ça, c'est des jeux, je vous avais expliqué dans une ancienne vidéo, que j'avais acheté ces jeux-là entre 5 et 15 euros complets au Japon quand ils faisaient un déstockage massif dans certaines boutiques au Japon. Et j'avais pu avoir tous ces jeux entre 5 et 15 euros. Mais c'est un truc de dingue, hein. Je dois avoir 40 jeux N64 japonais, ils m'ont rien coûté. Ils m'ont rien coûté, donc pourquoi refaire une boîte repro à 5 euros? Bah non, c'est le prix du jeu. Non, on va acheter le vrai jeu. Hein. Mais ça, je vous parle de ça, c'était il y a 7 ans. Je sais pas aujourd'hui les prix N64 japonais, j'en sais absolument rien. Mais par exemple, voilà, moi qui adore les ISS 64, j'ai les 3 versions japonaises avec la G-League, avec l'équivalent de ISS 98 et 2000 qui ont des jaquettes différents. Il faut savoir que ISS 98 par exemple au Japon, il s'appelle France 98 carrément. France 98 Coupe du Monde il s'appelle, de Konami. Enfin, il y a plein de changements de titres, etc. Mais un jour on parlera de la N64 voilà, et des achats que j'ai pu faire. Mais ma façon de voir les choses, en fait, moi d'abord c'est le jeu. Si je peux avoir la notice, c'est encore mieux. Mais la notice qui apporte quelque chose, c'est-à-dire qu'une notice PAL, j'ai beaucoup de jeux PAL originaux en fait, où j'ai les notices, et sincèrement, vous regardez la notice, puis il n'y a rien à l'intérieur, c'est bidon en fait, c'est bidon, il y a les langues, des fois il y a une photo qui se balade à droite à gauche, même Magical Quest que j'ai en haut là, en version classique, c'est un titre en fait où à l'intérieur il est un peu plus fourni au niveau de la notice, mais ça apporte pas grand chose. C'est pas comme sur Flashback où vous avez une bande dessinée à l'intérieur. Là je peux comprendre que c'est recherché, ça vaille cher, etc. Cela dit, regardez, moi quand même sur la version US ils m'ont filé la Register Card d'US Gold.
C'est pas mal. Avec également les publicités à l'intérieur. Vous avez une petite pub que beaucoup de jeux américains avaient. Vous voyez? Pour voilà, c'est les secrets, c'est la Bible d'époque US avec les astuces, les codes, etc. pour les jeux. Et il y a le vrai, parce qu'il y a beaucoup de repros qui sont faites. Il y a le vrai, en fait. Là, je vous fais mon Wawa Back in Toys ticket de caisse. Mais il y a le vrai truc pour les épileptiques. Donc si vous êtes un vrai épileptique, il vous faut la vraie notice. Sinon vous pourrez pas aller faire les Jeux paralympiques de l'épilepsie. Donc voilà, bah, personnellement je suis très content voilà, d'avoir récupéré premièrement la Super NES US. Je sais pas si vous imaginez, mais faites un tour en fait dans les amis que vous avez, les magasins que vous connaissez. Dites-moi le nombre de gens qui possèdent une Super NES US en Europe qui marche avec le mode 7. Enfin en Europe, en France, hein, voilà, excusez-moi, en Europe peut-être c'est un grand mot. Mais qui ont pu s'en procurer une récemment qui marche. Moi je peux vous dire que j'ai cherché par intermittence en fait une Super NES US. Euh, Sur la boutique de Edge, c'est la première console que je vois qui fonctionne avec le mode 7 depuis des années, des années, des années. C'est-à-dire que autant j'ai discuté avec des gens chez Games Mall, j'ai discuté avec des gens chez Retro Gameplay, chez Full Set, il y a longtemps, c'était en 2021, chez Trader, j'en avais parlé. Ouais, bon, après, il me disait, mais pourquoi tu cherches une Super NES US, prends une Famicom, une Super Famicom ou une PAL avec le Switch. J'ai dit, non, j'ai déjà ça. J'ai déjà une Super NES PAL avec le Switch, mais le mode 7 ne marche plus non plus. Euh, et d'ailleurs, c'est, voilà, comme je vous ai dit, c'est la console d'époque. Mais la Super Famicom, c'est une des consoles les moins chères. Et en effet, bon, j'ai deux Super Famicom, j'en ai une en loose et une en boîte. C'est une console, au Japon, ça vaut 30$. 30$ avec toutes les manettes et que ça vaut rien. J'ai payé ce prix-là. Et vous en avez une en boîte que j'ai acheté 80$. Bon, sincèrement, ça sert à rien de les faire réparer à ce prix-là. On est d'accord. Mais elle marche. Le mode 7 marche et tout. Après, il y a un truc qu'il faut vous dire, les gars, c'est que quand vous jouez avec vos consoles anciennes comme ça, dites-vous, vos consoles, elles ont 35-40 ans. Ne jouez pas plus d'une heure ou d'une heure et demie. Laissez-les respirer, les consoles. Les composants souffrent beaucoup. Surtout les petites consoles où il n'y a pas d'aération, quoi. Tout ce qui est PC Engine, tout ce qui est Game Gear, même les Game Boy, laissez-les respirer, les consoles. Et vous les garderez plus longtemps. Moi, c'est un conseil d'amis que je vous donne. Hein, voilà, vous les garderez plus longtemps. Et puis, quand vous recevez les jeux, nettoyez-les. Parce que vous savez pas la crasse qu'il y a à l'intérieur qui a été collée avec le temps. Moi, j'ai acheté des jeux locatifs, par exemple, sur Mega Drive, sur la Genesis. Des jeux qui ont été en location chez des particuliers. Dans les blockbusters américains. Je sais plus ce qu'il y a d'autre comme magasin, là. Il y en a plein des trucs de location comme Vidéo Future et autres là pour le jeu vidéo. Et, et en fait ces jeux ils ont été partout quoi. Ils ont souffert ces jeux là. Il y a même des gamins ils les ont foutus je pense dans du yaourt, dans des grippins, et et vous verriez la gueule des composants à l'intérieur. Enfin quand vous ouvrez avec les deux vis pour voir la PCB, parfois on voit que le jeu il a pris la marée, hein, on ne sait pas à quel moment, mais il y a eu sûrement une inondation en Louisiane et puis le jeu il a voyagé un peu, t'as l'impression. Mais voilà, moi je suis content d'avoir récupéré les trois flashbacks, les trois Sonic, les trois Castle of Illusion, les trois Quackshot. J'ai récupéré également, je sais pas ce qu'il y a d'autre, Star Fox. Star Fox, ça c'est marrant parce que. Si, Star Fox, j'ai les trois Star Fox aussi. Je sais, enfin, si vous voulez, sur les grosses licences, les Street of Rage, pareil. Street of Rage, j'ai bien galéré. Hein. Je peux vous dire que j'ai bien galéré pour avoir la version de Genesis. Et là, il y a un jeu que j'aimerais avoir, c'est Moonwalker en version Genesis.
j'ai la version japonaise et j'ai la version PAL, et à un moment donné j'aurais pu acheter la version loose de la version US sur Mega Drive, et je l'ai pas pris parce que je veux la notice avec. Et je me dis que si je prends la notice un coup, ça va me coûter cher en frais de port, et si je prends le jeu un coup, ça va me coûter cher en frais de port. Donc je vais essayer de choper le jeu complet. Malheureusement en France, la version Genesis de Moonwalker, on n'a pas. Moi je suis pratiquement tous les jours sur eBay. Je regarde tous les jours eBay le matin. Et puis je vois pas en fait de bonnes affaires pour le choper. Parfois je regarde des lots, parfois il y a des gens également qui cachent un peu, vous savez, les jeux, ils mettent choisissez le jeu dans la setlist, et puis on sélectionne, et puis le jeu apparaît. Il y a également une version, si je peux, Mega Drive japonaise de Desert Strike que je cherche, que je n'ai pas. J'ai la version US et la version PAL. Desert Strike, j'aimerais bien avoir les trois versions. Il y a certains jeux comme ça encore, voilà, je cherche les trois versions pour l'histoire. Ça c'est ma façon de collectionner. Hein. C'est-à-dire que je peux être sur plusieurs systèmes, mais en fait, il y a des titres que j'affectionne plus que d'autres, et j'ai envie d'avoir les trois continents avec les variations qui peuvent être faites sur différents supports. Par exemple, les Samurai Spirit. Ça je le fais pas, hein, mais Samurai Spirit par exemple en US ou en Jap, etc., ça peut être intéressant. Il est Fatal Fury spécial, bon moi j'ai que la version japonaise parce que la version japonaise c'est celle que j'ai eue étant ado, et j'en veux pas d'autres. Par contre là je fais pas la trilogie, mais ce que je veux dire par là c'est que ça c'est les particularités des collectionneurs. Ils ont leur façon de faire à un moment donné. Et moi, ma particularité en fait, c'est de prendre les trois continents pour les jeux que j'ai adorés et que j'ai eu en fait. Voilà, c'est plus ça. Je cherche encore. Voilà, et Shinobi également. Shinobi, j'ai les trois versions différentes. J'ai la version de Genesis. Là, j'avoue, j'ai eu un coup de peau quand je l'ai chopé cette version-là. C'était pas facile parce que j'ai été très très patient pour l'avoir. Et en fait, je vous parle par exemple des versions Super NES et des versions Mega Drive de cette histoire-là, mais il m'est arrivé également dans le temps d'avoir également fait ça pour la PS1, pour certains jeux, mais que en version japonaise et PAL cette fois-ci. Je vais pas. Alors sur PS1, je ne prends absolument pas de jeux américains, parce que pour moi déjà sur la PlayStation. La plupart des jeux voilà, que j'ai fait d'aventure ou que j'ai fait, on va dire, même d'action, hein, j'ai toujours eu les jeux en anglais ou en français. Et la version US, mise à part que ça soit en 60 Hz, ça m'a jamais rien apporté. Sachant que les jeux qui sortaient en PAL étaient parfois souvent en anglais également. Donc, mis à part te dire qu'il y a le 50 Hz, mais le 60 Hz, tu l'as en japonais, dans une version qui est différente au niveau de l'artwork et tout ça, c'est plus intéressant. Les versions US coûtent très cher hein, sur la PS1 également, hein, d'occasion, si vous les cherchez. Il y en a très peu dans les boutiques de jeux vidéo à Paris, et dans les conventions. Faites un tour dans les conventions, regardez les jeux disponibles. Je regarde un peu autour de moi là, mais j'ai pas de jeux US PS1. J'ai beaucoup de. Un jour, on parlera des jeux japonais PS1. Je crois qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, j'ai plus de jeux PS1 japonais, que ce soit pour les jeux d'action et les jeux de sport. J'ai même pu récupérer, par exemple, tout ce qui était eSport, voilà, en japonais. Même le Need for Speed Overdriving hein, en japonais, qui existe sur 3DO également. Et sur Mega Drive, pour les gens qui adorent le sport, je trouve que sur Mega Drive, ce qui est intéressant, et ce que je fais aussi, c'est pour tout ce qui est jeux de NBA, les Maiden, les NHL, récupérer les versions japonaises de Maiden
et de la NHL et de la NBA. Les boîtes sont complètement différentes, sont beaucoup plus massives. On a un artwork différent, on a une notice différente, mais le jeu est le même. C'est-à-dire qu'Electronic Arts à l'époque, hein, ça je vous l'avais dit, pour faire des économies, ils avaient fabriqué les mêmes PCB, mais par contre, au niveau de l'emballage de la cartouche, en japonais, parfois, c'est écrit en japonais le titre du jeu sur la cartouche, comme pour NHL, EA, qui était basé sur les Jeux Olympiques qu'on a eu chez nous, qui était plus sur la NHL, le tout premier NHL. Hein. Le tout premier NHL, c'est la NHL américaine aux États-Unis. Et par exemple, le premier Maiden au Japon, il y a un autre artwork différent également pour le Japon par rapport à ce que nous on a eu sur Maiden 91 et Maiden 92, hein, les premiers. Voilà. Donc écoutez, voilà, sur ce, je vais vous laisser hein, parce que je vais pas vous ennuyer un peu plus longtemps mais au niveau de mes tocs de ma collection. Mais c'est vrai que j'en avais jamais parlé de ma façon de voir les choses au niveau de mes achats et de ma collection. J'avais dû l'évoquer dans un ou deux lives dans le passé, mais sans forcément beaucoup en parler. Donc maintenant vous en savez un peu plus. Mais voilà, j'ai pas forcément, on va dire, de mon côté, premièrement, une collection extrêmement étendue et grande sur toutes les plateformes. Je dois avoir, ce qui est pas mal hein, déjà, entre, je dirais, sur chaque console que j'ai, je dois avoir, alors pas la Neo Geo, hein, vous avez compris la Neo Geo, moi les jeux que j'ai sur Neo Geo ils sont là, c'est tous les jeux à moins de 100€ qui existent. Hein. J'ai peut-être Son Goku en loose, voilà, qui est un peu plus cher que les autres, mais moi j'ai pas une grande collection Neo Geo, c'est un truc d'amateur que tout le monde peut se payer, voilà. Mais sur les autres consoles, que ça soit la PS1, la Master System, la Super NES, tout ça, j'ai entre 50 et une centaine de jeux, mais ça reste pas forcément, on va dire, des choses inabordables pour les gens d'aujourd'hui. Tout le monde peut, enfin pas tout le monde, mais la plupart des rétro gamers ont dépensé largement plus que moi à l'heure actuelle sur la plupart des consoles avec les jeux qu'ils veulent avoir. Moi j'ai favorisé, comme vous le savez, des jeux de sport, j'ai favorisé des jeux d'action, j'ai jamais favorisé les jeux qui coûtaient cher parce que si ça me parle pas, moi déjà à l'époque j'ai jamais mis beaucoup d'argent pour avoir des jeux, donc le faire aujourd'hui ça je vois pas trop l'intérêt. Vu que j'ai déjà joué à ces jeux-là dans le passé. Donc je me satisfais d'un carte mode. Hein, le Metal Slug, je vais pas mettre 24 000€ pour avoir Metal Slug. Même à l'époque, pour vous dire, Last Resort, j'ai acheté un carte mode de Last Resort. J'ai 3 cartes mode hein, j'ai Mutation Nation, Metal Slug et Last Resort. Last Resort à un moment donné je pouvais l'avoir à 550€, sachant qu'aujourd'hui il est entre 800 et 900. J'ai pas voulu l'acheter parce que pour moi c'est inconcevable de mettre autant d'argent là-dedans, inconcevable. Et déjà j'ai mis 125€ dans la converte, c'est-à-dire que c'est une vraie PCB, c'est 2 vrais PCB de Neo Geo où on a inséré le jeu Last Resort dans une autre cartouche, voilà, pour faire simple, si vous comprenez la chose. Ce ne sont pas des RAW-Pro chinoises, ce sont des vrais jeux à la base qui ont été transformés. C'est ça le cart mode. Hein. Et je pense qu'à l'origine, ça devait être peut-être un Art of Fighting ou un Fatal Fury, voilà, un jeu qui coûtait 60€, voilà, à la base. Enfin bref, pour vous expliquer que même si voilà j'ai 2-3 cartes mode qui traînent, j'essaie quand même de me rapprocher de ce qui est plus près de la réalité
que du faux, on va dire, voilà, au niveau des jeux. Voilà, j'espère que vous avez fait des bons achats hein, durant cet été et que vous avez pu acquérir des jeux comme moi qui vous ont marqué durant votre enfance, parce qu'au final, c'est ça l'intérêt, hein, c'est de récupérer des jeux que vous avez eus, que vous avez aimés. C'est dommage que voilà, des gens s'intéressent à des jeux qui coûtent cher aujourd'hui et qu'ils n'ont jamais eu et qu'au final, les jeux finissent sur une étagère et qu'ils ne les touchent plus. C'est dommage, c'est dommage. Par exemple, vous voyez Indiana Jones, qui est là, je repars encore de ce pauvre Indiana Jones. C'est un jeu, je suis presque à la fin. C'est un jeu que j'ai jamais eu, hein, je vous l'ai dit, hein, je l'ai jamais eu, mais je m'attarde à y jouer pour le terminer. Il est extrêmement dur, je trouve. Et voilà, les jeux que j'ai pas eu et que j'essaye de récupérer, ben je les fais. Mais ils sont pas faciles pour certains. Et puis le problème c'est pas forcément le temps, c'est de voir tous les défauts que à l'époque étant gamin tu voyais pas forcément, t'adorais un tel personnage ou un level design etc. Et puis tu voyais pas tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui. 30 ans après, tu vois tellement de choses qui t'agacent, qui t'énervent. Tu trouves les jeux injustes quand tu joues. Donc il y a un côté agacement qui est beaucoup plus fort. Il faut mettre ça de côté en fait, voilà, faut prendre son temps. Et moi j'ai envie en fait de voir le jeu complet par rapport à une époque où ben, j'ai pas pu faire le jeu et j'ai pas eu le temps en fait de m'attarder sur certains titres là. Voilà. Bah écoutez, salut à tous hein, et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Let it hit 'em, let it hit 'em.